vapor no século XVIII, a eletricidade no século XIX e o petróleo no século XX é o conhecimento que move a economia do século XXI. Este é o grande negócio disputado nos principais mercados financeiros de hoje. Um produto intangível, nascido da pesquisa de novas tecnologias, um valor agregado que vem apenas da exclusividade das patentes. Nos anos 90, uma dramática mudança no regime de propriedade intelectual, desenhada no país mais avançado do planeta, isolou a pesquisa do domínio público, ergueu novas e poderosas barreiras ao desenvolvimento dos países periféricos e passou a proporcionar lucros extraordinários para os que detêm o domínio da tecnologia. Este processo, que transforma o saber em commodity, é o tema central das pesquisas do economista Benjamin Corriat, professor da Universidade de Paris 13, que acompanha de perto a luta dos países emergentes para furar o bloqueio da estagnação científica. Professeur, quand on dit aujourd'hui que les économies capitalistes contemporaines sont des économies du savoir, knowledge-based, comme on dit en anglais. De quoi parle-t-on exactement? On parle de plusieurs choses à la fois. On parle de choses classiques, qui sont que de plus en plus de produits de valeur ajoutée incorporent de la recherche et de la technologie dans le produit. Ça c'est l'idée de base. Mais c'est aussi l'idée que l'information elle-même et l'information scientifique a une valeur stratégique. L'information scientifique, surtout quand elle est détenue en exclusivité, permet l'exploitation de rentes absolument gigantesques, qui n'ont rien à voir avec les coûts de production. Donc c'est surtout ça qu'on veut dire. On veut dire que, en tout cas pour les pays capitalistes développés, la valeur ajoutée ne provient plus d'abord des processus de fabrication, mais provient du fait qu'on détient des exclusivités qui permettent de prélever des rentes. Alors, en revenant à la question de l'évolution des droits de propriété intellectuelle, vous revenez au XIXe siècle aux États-Unis. C'était exactement à ce temps-là qu'a commencé à se former un marché de technologie brevetée. Dans l'ensemble de leur stratégie de développement, il y a eu cette idée de favoriser les inventeurs. Et donc, on a, dans le milieu du XIXe siècle, adopté une première loi fixant un cadre visant à favoriser les inventeurs, favoriser l'invention. Alors, les caractéristiques de ces lois sont très importantes, c'est que c'est des lois qui favorisent les inventeurs individuels. Ça, c'est extrêmement important. Une organisation, a fortiori une firme, ne peut pas bénéficier d'un droit de propriété intellectuelle, ne peut pas bénéficier d'un brevet. Et donc, naissent à ce moment-là des journaux, le Scientific American est un de ceux-là, qui vont publier la liste des inventions attribuées à des inventeurs dans les 3 derniers mois. À l'époque, ça paraît tous les 3 mois. Et donc ça, c'est la base du marché. Les inventions sont là, elles sont disponibles. Ceux qui ont besoin de ces inventions, la plupart du temps des gens du secteur manufacturier, du secteur industriel, peuvent s'adresser aux inventeurs. En pratique, c'est des cabinets d'avocats spécialisés, les lawyers, qui vont servir d'intermédiaire entre le détenteur du brevet, donc de la connaissance, et l'acheteur virtuel, et qui vont négocier les premiers contrats de cession des inventions et de la connaissance. Donc, cet acteur de l'histoire, l'inventeur, est pratiquement disparu dans le deuxième régime que vous identifiez. Non, il n'a pas complètement disparu, ça continue d'exister, les inventeurs, les sociétés savantes, mais par contre, ce qui est nouveau, c'est que on est à la fin du 19e, au début du 20e, naissent les grandes corporations, naissent les grandes entreprises. Celles qui sont décrites par Chandler, ce qu'il appelle la naissance de la firme moderne. Alors en pratique, c'est Ford, Rockefeller, les industries géantes. Les grandes industries géantes typiques du capitalisme américain naissant.
Et avec ces grandes entreprises, il va commencer à se développer des centres de recherche technique internes aux grandes entreprises. In-house. In-house, voilà, in-house R&D. Et donc à ce moment-là, et rapidement, étant donné les méthodes industrielles de production qui vont se développer à l'intérieur de ces centres, la part de la recherche qui va se faire dans ces centres va devenir très rapidement croissante par rapport à celle des individus. Et on va avoir une situation dans laquelle le droit est en décalage par rapport à cette réalité. Et la Cour suprême va s'y reprendre à plusieurs fois pour finalement élaborer une doctrine qu'on appelle Pre-Assignment Doctrine. Pre-Assignment, ça veut dire d'assignement préalable, si je peux dire, qui va consister à dire, eh bien, les salariés, dans la mesure où ils signent un contrat de travail, par avance, renoncent au produit de leur travail à l'intérieur de l'entreprise, puisqu'ils ont une contrepartie qui est le salaire. Alors, on arrive à la troisième transformation, la plus radicale, celle qui s'est passée après les années 80 du XXe siècle. C'est là que le pays a été redessiné selon les lois du marché et des finances. Comment s'est passé ce processus? À partir des années 80, aux États-Unis, on entre tout à fait clairement dans une période de déclin. Les années 80, c'est aux États-Unis la période du double déficit des finances publiques et du commerce extérieur. On avait oublié ça avec les années 90 qui ont été des grandes années pour les États-Unis. Mais les années 80 sont catastrophiques. Et donc se développe aux États-Unis une grande discussion sur d'où vient notre perte de compétitivité et surtout que faire pour des ouvrages sur le thème « Restoring our competitive edge », etc. Il y en avait 10 par semaine publiés dans chacune des universités. C'était vraiment l'obsession générale. Bien. Le consensus qui s'établit, c'est le suivant. C'est de dire que une des grandes causes de la perte de la compétitivité des États-Unis pendant les années 80, c'est qu'ils continuent à faire beaucoup de recherche fondamentale, à mettre cette recherche fondamentale gratuitement au service de la communauté internationale, à travers les publications scientifiques, comme les autres d'ailleurs. Toute la recherche fondamentale est d'accès libre. Mais c'est vrai que les États-Unis en font beaucoup, ça c'est vrai. À cette époque-là, à eux seuls, ils en font presque la moitié du reste du monde. Ils en font entre 40 et 45% à eux seuls. Bon. Et que, sur la base de cette connaissance, différents pays, organismes, etc., sont capables de faire de l'innovation technologique plus efficace, plus attractive, meilleure que la leur. C'est le cas en particulier des Japonais, c'est le cas des Coréens, bon, très bien. Et donc à ce moment-là, la stratégie consiste à dire, eh bien, il faut revenir en amont et rendre cette connaissance beaucoup moins facile d'accès aux autres, et, dans la mesure du possible, la connaissance la plus neuve, la garder à la maison, pour nous, en la protégeant. Et comme c'est l'époque du développement à la fois des biotechnologies et des technologies de l'information, le raisonnement des États-Unis va consister à dire, ok, l'automobile, la sidérurgie, la machine-outil, les chantiers navals, on pourrait faire une longue liste, on a perdu, et définitivement perdu. Et donc c'est le moment où, à la fois des décisions des cours de justice et certains changements par la loi vont permettre de breveter des connaissances fondamentales. Alors ça commence par la loi, avec le Bayh-Dole Act. Alors le Bayh-Dole Act, c'est un acte qui permet aux recherches universitaires d'être brevetées. Ça, c'est le premier changement. Mais j'ai presque envie de dire que c'est presque pas le plus important. C'est effectivement, dans les années 80, la brevetabilité des gènes humains. On arrive à breveter des connaissances absolument fondamentales, la structure informationnelle des gènes humains.
Et alors là, on est dans une autre planète, indépendamment des problèmes éthiques qui sont de considérable portée, par rapport à la philosophie des brevets. On arrive à une chose complètement folle, qu'on brevette des connaissances amont et qui couvrent les inventions non décrites, non encore effectuées, qui résulteront de ces connaissances amont. Et même chose dans le domaine des technologies de l'information, où avant, on ne brevetait un logiciel que lorsqu'on démontrait son application industrielle, sa nouveauté et, la validité du brevet était très précise. C'était un logiciel pour transformer les caoutchoucs à une température de... Vous voyez, c'était très très précis. Là, tout d'un coup, on s'est mis à breveter les algorithmes mathématiques qui sont utilisés dans les logiciels. Il y a un très grand économiste américain, qui est en plus un économiste tout à fait boutin, MIT, etc., qui s'appelle Bhagwati, et qui parle à cette époque-là du Diminished Giant Syndrome, le syndrome du géant diminué, qui ne sait plus quoi faire pour retrouver sa taille. Bon. Donc on est vraiment dans le syndrome du géant diminué, qui se rabat sur ce qui est un de ses points forts, la recherche, pour la transformer en un instrument stratégique de réétablissement du contrôle sur les marchés émergents. Je vais vous donner un seul exemple. Microsoft. Microsoft. Aujourd'hui, les revenus de l'entreprise Microsoft sont supérieurs aux revenus de plus de la moitié des États des Nations Unies. Bon. Puissance gigantesque, vous voyez? Bien. Tous les informaticiens de la planète, à part ceux de Microsoft, peut-être, vous diront que les softs de Microsoft sont très mauvais, sont pleins de bugs, sont mal conçus, sont perméables au virus. D'ailleurs, vous voyez bien. Bon, très bien. Et pourtant, ces softs sont vendus des prix astronomiques, et constituent un quasi-monopole mondial. Pourquoi? Parce qu'il y a de la propriété intellectuelle sur ces softs. Le meilleur n'est pas forcément le meilleur en technologie. C'est le premier arrivant qui a breveté et qui ensuite a réussi à imposer aux autres. La règle de la compétition a complètement changé. À ce moment-là, on assistait aussi à un renforcement des mécanismes entre les finances et les pays. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a modifié la réglementation permettant d'introduire des entreprises en bourse. Traditionnellement, il fallait au moins 3 années de suite de profit. Si vous voulez rentrer en bourse, il faut au moins 3 années successives de profit. Il y a d'autres conditions, mais notamment celle-là. Et tout d'un coup, sur le Nasdaq, qui était à l'époque un nouveau marché boursier, un marché secondaire, on a réformé pour en faire un marché des valeurs technologiques, tout d'un coup on dit non, sur le Nasdaq, vous pouvez rentrer avec des entreprises déficitaires. À une condition. À la condition que vous ayez des actifs immatériels et intangibles. Et parmi ces actifs immatériels et intangibles, en particulier si vous avez des brevets. Donc vous voyez, on a créé une machine financière d'incitation à créer des entreprises construites sur une valeur brevet. Toutes sortes de projets qui correspondaient à des brevets, mais très loin de l'application industrielle, ont du coup trouvé beaucoup d'argent. D'accord? Et c'est vrai qu'il y a une série d'entreprises américaines qui aujourd'hui sont des entreprises florissantes, qui sont nées comme ça. Google est né comme ça, Yahoo est né comme ça, et toutes sortes d'entreprises de biotechnologie. Bon. Donc, il y a un aspect positif, ça a marché. L'aspect le plus gênant, si je peux dire, de tout ça, c'est que, à partir du moment, par exemple, prenons le cas des gènes, et des entreprises de génomique, ce qu'on appelle les entreprises de génomique. Ce qui est très gênant, c'est quoi? C'est que des choses fondamentales du patrimoine génétique humain ont été privatisées, mis entre les mains d'entreprises qui sont allées sur le marché
pour faire de l'argent avec ça, et du coup c'est sorti du domaine public, en créant toutes sortes de problèmes pour la recherche fondamentale, qui se trouve maintenant. Autrefois, la recherche fondamentale, c'était un grand domaine de continuité de connaissances, hein, disponible dans les publications, etc. Aujourd'hui, une grosse partie, en tout cas une partie de la connaissance fondamentale, est appropriée de manière privative. Alors, on revient à la question des TRIPS, les traités sur le droit de la propriété intellectuelle, exactement en 1994, adoptés par l'Organisation mondiale du commerce. Ça a été le moment le plus important de cette radicalisation. Alors ça, c'est le 4e changement des accords signés en 1994, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, qui impose dans un délai de 10 ans, d'ici à 2007, donc ce délai s'est écoulé, à tous les pays, en tout cas tous les pays intermédiaires, hein, en développement, parce que les pays les moins développés, de la périphérie du monde. Non, ils ont un délai supplémentaire. Tous les pays qui comptent, c'est-à-dire ceux qui ont une industrie de la recherche, avaient jusqu'à 2005 pour adopter des régimes de propriété intellectuelle absolument calqués sur ceux des pays du Nord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'en 1994, les pays se sont tous développés en copiant les pays les plus avancés. Ça a été le cas des États-Unis vis-à-vis de l'Angleterre, de l'Europe vis-à-vis des États-Unis, du Japon vis-à-vis des États-Unis et de l'Europe, de la Corée vis-à-vis du Japon, des États-Unis. Et tout le monde s'est développé comme ça. Tout le monde. Bon. C'est ce qu'on appelle en anglais, c'est très connu, c'est le learning by replicating, ou learning by apprendre en reproduisant. Et puis après, une fois qu'on a... En plus, évidemment, pour des produits qui sont limités au marché intérieur. Mais c'est comme ça que s'est fait l'apprentissage. En santé publique, c'est une catastrophe. Parce que ça voulait dire que, jusqu'en 1994, les pays du Sud pouvaient librement, légalement, copier les molécules des pays du Nord pour fabriquer des médicaments à bas prix, ce qu'on appelle des génériques. Voilà, à condition de ne pas les exporter, bien sûr. Bon, tout d'un coup, on dit c'est terminé ça. Il faut payer, il faut acheter les molécules brevetées. Alors, par exemple, dans le cas du sida, qui est un sujet sur lequel je travaille, enfin de l'accès aux soins, bon, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que une trithérapie, donc la trithérapie c'est le traitement de base contre le sida, une trithérapie brevetée, ça valait, au début des années 2000, lorsque les TRIPS se sont appliqués, ça valait à peu près entre 12 et 14 000 $ par personne et par an. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça, hein? Des trithérapies à entre 12 et 14 000 $ par personne et par an. Ça voulait dire 30 fois le revenu annuel d'un Africain. Ça voulait dire, ils sont tous morts. Ça veut dire, ils vont mourir. C'est ça que ça voulait dire. Il est vrai que le Brésil a joué un rôle très important dans la bataille de la santé publique avec les génériques. Dans cette situation, le Brésil a joué un rôle absolument pilote, parce que le Brésil est le premier qui a dit, nous on va les faire, nous. 14 000 $, c'est pas possible, on va les faire. Mais, alors, il a pu les faire parce que, c'est toujours cette histoire du délai. Les ARV, les antirétroviraux, qui étaient déjà sur le marché en 1994, ils pouvaient les faire. Ceux qui ont été mis sur le marché après 1994, ils ne pouvaient pas parce qu'il y avait les C'est-à-dire que si c'était aujourd'hui, le Brésil ne pourrait pas le faire. Ah, mais il ne le fait pas. Il ne le fait plus. Il ne produit que les antirétroviraux d'avant 1994. Or, pratiquement tous les pays ont anticipé ce délai. Par exemple, le Brésil a anticipé ce délai et a fait sa loi de propriété intellectuelle dès 1996. Sous la pression américaine d'ailleurs, hein, parce que les Américains ont dit ou vous anticipez votre délai de 1, ou vous exportez plus de jus d'orange, d'acier, etc. Donc ils ont anticipé. Les Indiens, c'est le seul pays du monde qui a résisté, qui a dit nous, on va jusqu'à 2005. Heureusement, parce que c'est les Indiens qui sont devenus la pharmacie du tiers-monde. Et qui ont produit tous les ARV jusqu'à 2005.
à très bas prix, qui ont cassé le marché et qui ont permis de soigner les gens. Les Indiens ont sorti la même trithérapie à $140. Seulement. $140. Quand je vous disais au début de l'interview, le problème c'est de faire des rentes, pas de faire de la production. Vous voyez, le coût de production de ce produit, y compris... C'est seulement 140 même pas, y compris le profit de la firme indienne, parce que c'est pas des Samaritains, hein, c'est des industriels, c'est $140. Donc, si vous voulez, la situation qu'on avait réussi à contourner en 1994 grâce aux Indiens, bon, maintenant, on est confronté parce que les Indiens aussi, ils sont là-dedans. Mais pour parler des alternatives en cours pour une démocratisation du savoir, par exemple, les alliances Sud-Sud oui. sont en train d'être... Alors, il y a plusieurs... Non, mais si vous voulez, les alternatives, elles sont pas faciles. Hein. Il y a le Brésil, encore une fois, parce que le Brésil est très actif dans ces domaines, en matière de santé publique et sur le plan de sa politique internationale. Le Brésil a pris l'initiative de proposer et de fabriquer donc un réseau de coopération Sud-Sud. En Amérique latine, il y a le Brésil, l'Argentine, Cuba. En Afrique, le Nigeria, l'Ukraine, la Thaïlande et la Russie. Pour le moment, ils sont focalisés sur les médicaments pour lesquels la propriété intellectuelle a sauté. Et la proposition, c'est de dire il faut permettre au pays d'émettre une licence obligatoire générale sur tous les ARV présents sur le marché. À charge pour le pays d'utiliser ou non cette licence en fonction de ses négociations avec les pharmas. Si les pharmas livrent des médicaments dans des délais à des prix convenables, on n'a pas besoin de la licence. Mais si les pharmas ne livrent pas, alors il devient possible d'utiliser la licence obligatoire. Si vous voulez, c'est un moyen de rouvrir de la compétition. Hein, parce que, tout en respectant l'esprit de certaines des dispositions des TRIPS, parce que, en même temps que ces dispositions sur la flexibilité, il y a une déclaration des TRIPS de 2001 qui dit les TRIPS posent beaucoup de problèmes, mais rien dans les TRIPS ne doit empêcher l'accès des populations à la santé publique. Or, cette déclaration n'a jamais été instrumentalisée sous forme d'article de loi. Donc ça serait ça. Professeur, merci beaucoup. C'était un plaisir de parler avec vous. Merci à vous. Bem, infelizmente, as entrevistas do Milênio não podem ultrapassar a marca dos 23 minutos. E a entrevista com Benjamin Correa foi longa. Se você quiser assistir a um trecho maior que não coube na nossa edição, visite o blog do Milênio.